C'est quoi le racisme? Aujourd'hui, le racisme est un concept très flou, notamment parce que lorsqu'on parle de racisme, on le fait toujours implicitement ou explicitement au nom de l'antiracisme. Le racisme, c'est mal. Cependant, si tout le monde s'accorde sur le fait que le racisme est mal, il est toujours difficile de savoir ce que recouvre en réalité ce concept. Après tout, on parle de racisme à propos de réalités extrêmement différentes, que ce soit des régimes, des personnes, des discours, des blagues, des attitudes, etc. Si bien qu'on risque sans cesse de diluer la pertinence du concept et de rendre son évaluation morale compliquée. Quelle différence entre le racisme et d'autres concepts assez proches comme la xénophobie, l'hétérophobie, l'ethnocentrisme ou la simple haine religieuse? C'est un problème de philosophie que de savoir définir le racisme dans sa spécificité. Mais c'est un problème qui a des implications pratiques importantes. Frantz Fanon disait en 1956 « On dit couramment que le racisme est une plaie de l'humanité. Mais il ne faut pas se satisfaire d'une telle phrase. Il faut inlassablement rechercher les répercussions du racisme à tous les niveaux de sociabilité. » L'essayiste martiniquais nous rappelle qu'on ne peut pas se contenter de se référer vaguement au racisme avec de l'indignation morale contre un prénommé mal absolu. Il faut aller plus loin. L'avantage du film Grand Torino de Clint Eastwood, c'est qu'il nous montre ce qui apparaît à nos yeux comme un vrai raciste, la figure parfaite du raciste, qui ne se cache pas du tout derrière des précautions oratoires. Ce film nous plonge dans le quotidien d'un Américain, Walt Kowalski, vétéran de la guerre de Corée et retraité des usines automobiles Ford, qui vit dans un quartier du Michigan désormais occupé par des Vietnamiens issus de l'immigration Hmong. L'histoire commence lors des funérailles de sa femme, où l'on découvre un personnage profondément irascible. Il voit ses nouveaux voisins Hmong rentrer avec des plats dans leur maison et marmonne « Mais combien de babouins peut-on caser dans une seule pièce ?» Quelques minutes plus tard, le jeune Tao vient lui demander un câble de démarrage pour le dépanner, et Walt l'admoneste sèchement en le traitant de rebut de rizière, surnom qu'il lui donnera tout au long du film. Bref, le réalisateur ne laisse aucun doute sur le caractère de ce personnage. Nous avons bien affaire à un raciste pur et dur. Le personnage est une parfaite illustration du courant de pensée qui consiste à affirmer que le racisme est d'abord un attribut des agents individuels avant d'être une réalité institutionnelle, contre donc les partisans du racisme d'État par exemple. Alors procédons de manière empirique. Nous avons sous nos yeux un individu présenté comme manifestement raciste. Que peut-on noter à son sujet ? Ce qu'on remarque d'emblée, c'est que Walt va avoir tendance à faire des catégories dans le genre humain. Walt croit en une distinction des races. Il cède à une forme d'essentialisme, c'est-à-dire une façon d'ériger des types substantiels, le juif, le nègre, le jaune, etc., à partir de différences visibles perçues comme des signes permanents d'appartenance à telle ou telle catégorie. Par exemple, lorsque Walt va chez son coiffeur d'origine italienne, il l'appelle Macaroni et se demande tout haut s'il n'est pas à moitié juif parce qu'il n'arrête pas d'augmenter les tarifs. Donc on peut s'arrêter sur son langage. Lorsque Walt parle des étrangers, il utilise des stéréotypes, c'est-à-dire des images familières perçues de façon négative dans le cadre du clivage entre eux et nous. Eux, les étrangers, nous, les vrais Américains. Les racistes marchent souvent par stéréotypes. Le raciste est donc foncièrement différentialiste. C'est-à-dire qu'il essentialise les différences phénotypiques et leurs différences culturelles, comme il dit, les barbares. Il nie la commune nature des humains. Cette première forme de racisme reprend le mythe du sang pur, métaphore de la différence essentielle, et la hantise des mélanges, la crainte de la souillure. Par exemple, il dit à Sue de ne pas fréquenter un jeune blanc américain, mais les gens de son peuple Hmong. Il n'y a pas de métissage possible dans son esprit. D'ailleurs, il sermonne le jeune blanc qui sortait avec la jeune Sue d'avoir dit que les jeunes noirs étaient ses frères. « Ces gens-là ne veulent pas être tes frères, » lui dit-il. Le sang de l'autre est alors fantasmé comme une puissance de contamination. On retrouve là des éléments de la pensée raciste d'un auteur français bien connu, considéré comme le fondateur du racisme moderne, à savoir Gobineau, dans son essai sur l'inégalité des races humaines publié en 1853. Gobineau se fonde à l'époque sur l'anthropologie physique, pour affirmer que la fusion des races qui avait engendré la nation française en 1789 n'avait pas été un progrès, mais une catastrophe. Tout son raisonnement reposait sur l'idée que les métissages des races
était à l'origine de la dégénérescence de la nation française et de l'instabilité chronique du peuple français. Walt n'est pas seulement différentialiste, il est aussi inégalitaire. En effet, il aurait pu se contenter de la simple différence, mais il va encore plus loin en affirmant une inégalité entre les groupes. Il hiérarchise les groupes par référence à une échelle commune censée valoir ou s'appliquer universellement. Walt va par exemple traiter ses voisins de barbares lorsqu'il les surprend en train de couper la tête des poulets dans leur jardin ou lorsqu'il se moque du fait qu'ils mangent du chien. Il se fonde sur une sorte de classification hiérarchique qu'on retrouve par exemple dans les justifications raciales de la colonisation au XIXe siècle. Walt a donc une position indissociablement différentialiste et inégalitaire. Il veut marquer et sécuriser une distance entre des humains regroupés en catégories stables. Il prône en quelque sorte la défense des distances légitimes, distances verticales et distances horizontales. Walt va prôner par exemple la séparation territoriale. Il discute par exemple avec Hsu dans la voiture et lui demande pourquoi ces Shintok sont venus en Amérique. Ce n'est pas leur pays, ce n'est pas leur culture. Pourquoi viennent-ils ennuyer les Américains? On peut remarquer cependant que Walt n'adhère pas activement à une idéologie raciste. Il ne fait pas des catégories dans l'espèce humaine en vertu d'une théorie biologique bien définie et explicite. Il n'adhère pas à un racisme biologique tel qu'on pouvait le trouver au XIXe siècle. Et c'est une des forces de ce film de nous faire voir une sorte de racisme sédimenté qui se retrouve dans des paroles ou dans des comportements hérités plus ou moins inconsciemment et par la société. Nous sommes dans l'Amérique des années 90, c'est-à-dire un État démocratique pluraliste où la norme antiraciste a été institutionnalisée après des décennies de combats politiques. Le film ne nous parle donc pas d'un racisme d'État ou institutionnel comme celui de l'apartheid ou de la ségrégation, ni d'un racisme d'exploitation illustré par le colonialisme européen ou le système esclavagiste, ni non plus d'un racisme d'extermination, incluant un projet génocidaire comme dans l'Allemagne nazie. Non, ici on nous parle d'un racisme dont les modes de manifestation sont diffus et ambigus, parfois insaisissables, et dont les individus racistes n'ont pas forcément conscience eux-mêmes. La racisation des groupes noirs et Hmong opérée par Walt n'est pas totalement consciente, ni adossée à une idéologie scientifique explicite. Progressivement, on aurait l'impression que Walt va abandonner son racisme puisqu'il semble considérer qu'il n'y a pas tant de différence entre les Hmong et lui, comme lorsqu'il se retrouve chez eux dans la salle de bain, et qu'il se dit que ces Hmong lui ressemblent plus que les membres de sa propre famille. Cependant, Walt ne va pas abandonner ses représentations discriminatoires. Il continue de faire des différences jusqu'à la fin. C'est simplement qu'à mesure qu'il apprend à les connaître et à les côtoyer, il abandonne la haine envers les Hmong. Clint Eastwood ne veut pas faire un film à l'eau de rose. Il ne s'agit pas de montrer la conversion d'un homme raciste à l'antiracisme. Il reste différentialiste et continue d'appeler Tao le rebut de rizière et son coiffeur le macaroni. Walt n'a pas abandonné sa catégorisation essentialiste des groupes humains. Mais ce qu'il disait avant sur le ton de la haine, il le dit désormais sur le ton de la blague. Et le même discours qu'il portait avant est devenu en quelque sorte ironique. C'est un peu la version moderne du misanthrope de Molière.